Il y a des banques qui sont bien placées pendant 12 mois, il y en a qui sont placées pendant 10 mois, et d'autres qui sont placées pendant 2 mois magnifiquement bien, et après on les voit plus du tout. Quand tu me disais que c'est pas contractuel, ça veut dire que moi, si je vais voir ma banque demain, qu'elle me dit je peux emprunter 300 000 euros, je suis pas sûr de pouvoir les emprunter, c'est ça? Clairement, par exemple, votre banque ou votre conseiller, qui fait très bien aussi son travail, malheureusement, lui, il fait 10 métiers. C'est-à-dire qu'on passait d'une vente à 300 000 à une estimation qui était à 260 000. Donc, ce qui fait quand même une perte de 40 000 euros sur 5 ans. Donc là, tu disais, on a combien en ce moment à peu près Sur sur 25 25 ans? Sur 25 ans, on va être pour 3,50 pour les dossiers, on va dire, les moins bons, jusqu'à 3,15 pour les dossiers excellents. Envie de prendre le contrôle de vos investissements et de comprendre les rouages de l'immobilier? Bienvenue sur Les Clés du Monde, le podcast qui vous donne les outils pour maîtriser votre avenir financier. Ensemble, nous décryptons les meilleures stratégies et nous vous donnons les clés pour comprendre le monde d'aujourd'hui et construire celui de demain. Je suis Jonathan Hercelin, consultant immobilier passionné, et je vous accompagne pour faire les meilleurs choix. Salut Ludovic. Salut Jonathan. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà pour expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Ok, très bien. Donc moi c'est Ludovic Proutière, j'ai 36 ans. Ça va faire bientôt 5 ans et demi que j'exerce en tant que courtier en immobilier au sein de la société Merevia. Avant donc mon parcours au niveau scolaire, donc j'ai fait un BTS management des unités commerciales. Je suis parti à Londres pendant 1 an en profondeur l'anglais, et après 10 ans dans la restauration, dans le CHR, gérant de bar. J'ai eu l'occasion de rentrer dans cette société en tant que courtier par le biais d'un ami. Et voilà, donc j'ai fait une formation en interne qui a duré 6 mois, et après 6 mois sur le terrain. Voilà, Donc là, tu travailles donc chez Merevia, c'est ça? c'est ça. Donc du côté de Nantes. Effectivement, sur Basse-Goulaine et la Chapelle-sur-Erdre. Ok. Voilà, donc on est des courtiers régionaux, mais aussi qui travaillent aussi ça, au national. Euh, voilà, donc que ce soit pour des rachats de crédit, donc crédit immobilier, ou des rachats de soult. Alors, avant de commencer, d'aller un peu plus loin, je veux juste faire une précision. Donc, le podcast, il est juste à but informatif, hein, et on n'a aucune recommandation qui va être personnalisée par rapport à l'investissement, les assurances ou les décisions financières. La petite phrase classique qu'il faut ajouter avant de commencer. Alors ça tombe bien puisque je suis content de t'avoir. On est quand même dans une situation un peu particulière en ce moment au niveau de l'immobilier. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce contexte au niveau des taux, au niveau même dans ta branche, au niveau des courtiers, hein, comment ça se passe, puisqu'on entend beaucoup parler des défaillances, notamment au niveau du secteur de l'immobilier, des agences immobilières. Toi, vous en êtes où à ce niveau-là dans ta branche? C'est vrai que quand j'ai commencé il y a 5 ans, on était plus avec des taux donc sur 25 ans qui avoisinaient les 0,95, 1,15% donc sur 25 ans. C'est bon, le marché de l'immobilier était, il y avait une bulle, c'était beaucoup trop haut. Donc j'ai pu remarquer quand même avec le temps qu'aujourd'hui, même si on a été quasiment jusqu'à 5% il y a à peu près 1 an et demi, là on est redescendu entre 3,15 et 3,50 sur 25 ans en moyenne. Alors je précise qu'on est mi-janvier là 2025, C'est ça. pour remettre un peu au clair par rapport au taux immobilier. Donc là tu disais on a combien en ce moment à peu près Sur sur 25 25 ans, ans? sur 25 ans, on va être pour 3,50 pour les dossiers, on va dire, les moins bons, jusqu'à 3,15 pour les dossiers excellents. Même un peu moins, ça va dépendre vraiment de chaque banque. Mais je pense que voilà, la moyenne en ce moment, ça va être 3,30, 3,30, 3,40 sur 25 ans. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est que on est loin des 1,15 d'il y a 5 ans, mais forcément, les biens sont quand même moins chers. Forcément, ont baissé parce que tout le monde, les clients ne peuvent plus accéder à la propriété. Alors est-ce que c'est le moment d'acheter? C'est ça la question. Parce Bah, que quand on était à des taux à 1%, tout le monde avait envie mhm. d'acheter. Est-ce que c'était finalement le meilleur moment d'acheter par rapport au taux immobilier sûrement? Et au niveau du marché, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça toi? Bah, moi, honnêtement, je serais plus partisan de dire que ce serait la bonne période, ce serait plutôt maintenant. Pourquoi? Parce que il y a 5 ans, on achetait par exemple une maison à 300 000 euros, donc forcément je parle que du bien, donc avec donc net vendeur, peut-être avec les frais d'agence grand maximum. S'il était à 300 000 euros il y a 5 ans, même si vous aviez votre crédit à 1,15 sur 25 ans, le souci aujourd'hui c'est que j'ai des clients
qui m'ont rappelé pour multiples raisons, soit parce que le bien était devenu trop petit parce que la famille s'était agrandie, soit parce qu'il y avait un divorce, enfin multiples raisons. Le bien n'était plus au même prix. C'est-à-dire qu'on passait d'une vente à 300 000 à une estimation qui était à 260 000. Donc ce qui fait quand même une perte de 40 000 euros sur 5 ans. Il y a à peu près 5 ans quand j'ai commencé, il y avait très peu de banques qui demandaient de l'apport. Donc forcément, les clients surfinançaient, donc ils finançaient quasiment à 110%. Donc 110%, c'est vraiment l'intégralité du projet. Donc ça, c'est avec les frais de notaire, par exemple, Frais de qui sont intégrés. notaire, frais de garantie, les frais de dossier, les frais de courtier. Au bout de 2-3 ans, on n'était même pas encore rendu dans l'amortissement du bien. C'est-à-dire que les clients commencent à rembourser les frais de notaire, les frais de garantie, frais de dossier, les frais de courtier, voire les frais d'agence, mais ils n'étaient même pas encore rendus sur le bien en question. Donc il y en a certains qui se sont retrouvés un petit peu dans la panade, parce que quand il fallait revendre, bah, soit ils étaient en dossier de surendettement, ou soit concrètement, bah, c'était un petit peu la déconvenue, parce qu'ils perdaient quasiment 40 000 euros sans avoir rien fait. Donc aujourd'hui, ce bien-là qui est vendu à 260 000 euros, forcément on est sur du 3,30 sur 25 ans, mais c'est ce que je dis à mes clients depuis un an, on va racheter au moins le crédit. Pour les clients qui s'est monté à 5%, 4,50, je leur dis que je les rachèterai moins de 2 fois, c'est-à-dire au moins avoir une tranche de 1%, 1,20% de moins pour que ça commence à être intéressant. Donc là, même aujourd'hui, les clients qui sont à 3,20, 3,30, il y a de grandes chances qu'on les rachète au moins une fois et qu'on puisse, j'espère, d'ici un an et demi, descendre à 2%. Tout cela, ça dépendra forcément de la conjoncture économique. C'est intéressant ce que tu me dis, parce qu'on entend souvent qu'en ce moment, finalement, c'est peut-être pas le bon moment pour acheter parce que les taux sont élevés. Et toi, tu me dis l'inverse. Donc, c'est peut-être le raisonnement humain qui est un peu biaisé justement par les taux. Bah, C'est vrai qu'en finalement post-Covid, on a vu qu'il y a un peu cette bulle de l'immobilier avec des prix qui étaient exorbitants, mais les gens se précipitaient un peu pour avoir leur petite maison aussi parce que bah, ça ne coûtait rien finalement au niveau des taux. Mais là, quand tu me dis que bah, effectivement au bout de 2-3 ans, on n'a pas encore commencé à rembourser sa maison, finalement, c'était peut-être pas la bonne période pour acheter. Bah, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que les gens donc achètent un bien déjà pour qu'il soit à eux, qu'ils aient plus de loyer à payer à autrui. Voilà, se sentir, c'est un sentiment de se sentir protégé avec sa famille, d'avoir quelque chose qui nous appartient à terme. Ce qu'il faut pas déjà oublier, c'est que la moyenne en France pour un bien qu'on garde, c'est entre 7 à 10 ans. Après, ça dépend vraiment de chaque personne. Que si on achète un bien trop cher à 300 000 il y a 5 ans, à 1,15, c'est super, forcément, donc on paie peu d'intérêt. Mais derrière, si c'est pour, entre guillemets, avoir surestimé un bien et l'avoir acheté 50 000 euros de plus, parce qu'à l'époque, sur la région nantaise, c'était un peu la course à l'échalote, que tout le monde voulait avoir un bien et que même s'il était 30-40 000 euros plus cher, bah, il le prenait. Le souci aujourd'hui, c'est que bah, on arrive vraiment dans la bulle a éclaté et c'est pas du tout en fait les prix du marché. Ce qui fait que forcément, quand les taux ont monté, et bah, ça a été vraiment la grande escalade. Euh, Depuis, les maisons continuent de baisser. J'ai pas mal de personnes qui, forcément, là, m'ont rappelé pour des projets. Ils n'ont pas encore amorti assez d'argent. Parce qu'il faut se rappeler que pour faire un prêt relais, il faut à minima que ça soit à peu près le même montant de capital restant dû pour qu'on puisse mettre ça en place. Donc ça n'arrive pas tout le temps, à part si on fait une vente en cascade, mais ce qui est très risqué. Je me retrouve parfois, malheureusement, à dire à ses clients, la seule solution, c'est de mettre en vente et de repartir en location pour pouvoir refaire un projet. Tu parlais de vente en cascade, tu peux Oui. préciser un petit peu ce que c'est? Alors une vente en cascade, j'en ai fait 3-4, bon, bah, c'est toujours bien passé. Tant mieux pour tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez stressant, c'est-à-dire ne pas faire de pré-relais. Vous trouvez un bien qui vous intéresse, forcément préalable, on voit ensemble si vous êtes en capacité de l'acquérir. Derrière, c'est à partir du moment où vous avez trouvé un bien, vous faites un accord de principe pour pouvoir le bloquer. Vous, votre bien, il faut le mettre quasiment instantanément en vente. Donc forcément avec une condition suspensive de si votre bien est vendu, tout simplement. Ça vous permet en fait de transformer l'argent que vous avez amorti de votre bien en apport. C'est-à-dire, vous passez en promesse de vente quasiment le même jour ou dans la même semaine pour que ça puisse être éligible. Une fois que vos acquéreurs ont dépassé les 10 jours de rétractation légaux,
Du coup, les banques prennent en compte cette vente en cascade, parce qu'avant les 10 jours, les clients peuvent se rétracter. Obtenir l'offre de prêt et le précieux sésame pour mettre en place cette vente en cascade, c'est il faut absolument que les acquéreurs de votre futur bien aient leur prêt. Voilà, moi j'en avais encore un hier. J'ai dû attendre forcément l'offre des prêts des acquéreurs pour pouvoir valider la vente en cascade. Voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre 60 000 euros d'apport, les 60 000 euros, au lieu de faire un prêt relais qui aurait été coûteux, compliqué à mettre en place, bah forcément, en faisant ça, eh ben, on a directement transformé la pierre en argent. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est vraiment important, c'est que même si moi, je n'ai pas la main sur les acquéreurs, c'est-à-dire que ils vont voir leur banque ou ils ont déjà un courtier en place, moi, ce que je demande pour La vente en cascade, oui. la vente en cascade et que mes clients soient, on va dire, sereins, c'est au moins vérifier qu'ils soient éligibles à acheter le bien. Donc si je comprends bien, pour résumer, on a une première vente qui va permettre de déclencher un achat juste derrière C'est ou une ça. deuxième vente par exemple. Voilà, c'est d'éviter le pré-relais. Merci pour ces précisions, parce que c'est De vrai que rien. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce fonctionnement-là. Alors je sais pas si ça se fait régulièrement ou pas. C'est 20% d'écart. Voilà, Ouais, donc c'est quand même assez fréquent. c'est Je ça. ne pensais pas. Alors on va continuer avec le fonctionnement un peu d'un courtier. Est-ce que tu peux m'expliquer aussi comment tu travailles c'est quoi exactement un courtier? Voilà. Donc du coup, un courtier, c'est quoi? Donc, bah, premièrement, nous, on est là pour vous accompagner, entre guillemets, vous faire gagner du temps, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, donc c'est notre métier. Nous, on fait que ça. Voilà. Donc tous les jours, on fait que du financement donc de projets immobiliers. Par exemple, votre banque ou votre conseiller, qui fait très bien aussi son travail, malheureusement, lui, il fait 10 métiers. Voilà, il fait de la prévoyance, enfin, il fait un peu de tout. Nous, on est vraiment focalisé que sur ça. C'est-à-dire que, voilà, comment ça se passe. Demain, je reçois un contact. Le but étant, la première chose, c'est de pouvoir établir avec lui une simulation pour savoir combien il peut avoir d'enveloppe pour sa future acquisition. Voilà. Ce qui lui permet déjà, lui, de pas partir à droite à gauche comme on peut le faire le soir quand on rentre à la maison, voir quel bien on peut acheter alors qu'on sait même pas sur quelle base se fixer. Déjà, c'est pas de perdre son temps. Voilà, donc à partir de ce contact-là, je lui explique quelle enveloppe il peut avoir. Ça lui permet, entre guillemets, de réduire son champ d'action et vraiment d'être un peu plus pertinent par rapport à ses recherches. Premièrement. Deuxièmement, c'est voir aussi avec lui si son mode de fonctionnement est le bon. Parce que, entre guillemets, d'avoir des revenus, de calculer un endettement, il n'y a rien de sorcier. Sauf que derrière, souvent, ça m'arrivait d'avoir des clients qui avaient des simulations de leur propre banque. Ils me disaient, voilà, Ludovic, j'ai reçu ça, on peut acquérir ça. D'accord, très bien, mais est-ce qu'ils vous ont expliqué comment la valider? Parce que c'est un document qui n'est pas contractuel, on va dire que ne soit pas fictif. Il faut qu'on apporte tout, enfin qu'on apporte toutes les choses de notre côté, c'est-à-dire bah, déjà l'endettement de 35%, c'est primordial, même si on peut passer des dossiers au-dessus de 35%. Quand tu me disais que c'est pas contractuel, ça veut dire que moi, si je vais voir ma banque demain, qu'elle me dit je peux emprunter 300 000 euros, je suis pas sûr de pouvoir les emprunter, c'est ça? Clairement, clairement parce que souvent ils vont faire une simulation très rapide. Bon, logiquement, ils sont censés connaître leurs clients. Ça, c'est un fait. Sauf que Alors moi j'ai eu le cas, hein, puisque je suis allé il y a quelques années dans une banque que je connaissais pas, comme ça, pour faire une simulation. Et effectivement, j'ai dû rester une heure et au bout d'une heure, on m'a sorti une simulation. Euh, pour moi, effectivement, j'étais persuadé que la banque, en me donnant ce papier-là, elle s'engageait aussi à ce que ce soit quand même finançable, un minimum. Alors après, comment est-ce que je peux arriver justement à être sûr si je veux acheter, puisqu'on entend souvent des personnes qui disent qu'elles ont essayé de vendre leurs biens et que finalement il y a eu des refus de prêt. Toi, qu'est-ce que tu me conseillerais si moi je veux acheter demain et finalement être sûr de l'enveloppe que j'ai pour aller voir justement des biens qui sont cohérents aussi par rapport à ça? bah, déjà, ce serait de voir un courtier pour commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un courtier, il n'est pas là pour travailler contre vous. En fait, il est pour travailler pour vous. C'est ce que j'explique à tout client, tout contact. Moi, je suis un vendeur multimarque, c'est-à-dire que déjà, je vends un service. Donc, c'est pas moi qui octroie l'argent. C'est moi qui trouve l'argent en fonction des données que j'ai en main. Mais je suis un vendeur multimarque. C'est-à-dire que moi,
j'aurais aucun intérêt d'aller voir Renault alors que Peugeot est meilleur. Enfin, peu importe la marque. En ce moment, Peugeot, pas trop, mais... Peugeot pas trop. Là, je prends les marques mauvaise françaises parce que réputation en ce moment, mais... voilà. Mais tout simplement, c'est que forcément, le conseiller va pas vendre le produit du voisin, tout simplement. Moi, je suis là pour trouver le meilleur produit avec les meilleures conditions pour mes clients. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que honnêtement, pour que le dossier soit carré et béton, déjà forcément, c'est de voir tous les documents, d'avoir des relevés de compte qui soient nickel. Relevé de compte nickel. Pas d'agio. Ça m'est arrivé de prendre des clients en plein vol qui allaient soit signer chez le notaire ou qui avaient signé. On était encore dans les 10 jours. J'ai dit, on arrête tout de suite. Ça peut passer peut-être que dans la banque du client. Sauf que du coup, on a cette épée de Damoclès qui nous dit, donc on n'a aucun moyen d'aller voir ailleurs parce que sur les 3 derniers mois, les relevés de compte sont chaotiques. Donc déjà, c'est un peu compliqué. En fait, soi-disant, notre banque va nous faire une fleur alors qu'en fait, elle va nous mettre un taux, on va dire, maximum. Elle va dire, voilà, aujourd'hui, vous voyez, on vous octroie votre prêt, mais c'est comme ça. J'explique à ces clients-là, il vaut mieux me laisser 3 mois, donc attendre un peu pour le projet, ou essayer de décaler si possible, pour me donner 3 relevés de compte qui soient clean, parce que les banques, ce qu'il faut comprendre, ce qui peut paraître un peu dingue, on fait un projet de vie, on s'engage sur 25 ans. Et la plupart des banques vont regarder que les 3 à 4 années de relevé de compte. C'est vrai que ça, je trouve ça un peu hallucinant en France, Voilà. c'est que bon, il y a des gens qui sont capables de payer finalement des loyers de 1000 euros. Mmh. On regarde les 3 derniers bulletins de salaire C'est avec ça. les 3 derniers relevés de compte, alors que c'est des Mmh. gens peut-être qui payent depuis 10 ans 1000 euros de loyer et on va pas vouloir leur accorder finalement un prêt avec une mensualité allez, à 850 euros. C'est vrai que c'est un peu surprenant en France d'avoir ce système-là quand même. En fait, concrètement, c'est plus technique que ça. C'est-à-dire que si demain tu as un crédit, si tu payes un loyer de 1000 euros et que tu as un crédit de 850 euros, concrètement, à part être fichier Banque de France ou certaines choses comme ça, ton dossier passera toujours. C'est vraiment en fait le gros X. Quand on parlait tout à l'heure de simulation que j'ai vu de banque, c'est voilà, bonjour, j'ai une simulation, on peut emprunter tant par mois et on a une mensualité de 1000 euros. Donc j'explique au client, est-ce que le banquier vous a expliqué chaque ligne de votre simulation? C'est-à-dire les frais de dossier, qu'est-ce que c'est? Les frais de dossier, c'est de l'argent que prend la banque pour le temps passé sur le dossier. Les frais de garantie, donc les frais de garantie, c'est soit une société de caution, c'est pas les assurances emprunteurs, c'est forcément la garantie que derrière vous allez payer votre crédit tous les mois. Donc soit c'est une société de caution qui vous protège en cas de litige, en cas de litige avec la banque, mais qui lui appartient. C'est un peu tendancieux. Donc forcément, ils auront toujours envie de mettre cette société de caution parce que l'argent leur revient. Voilà. Toute la société de caution, si je ne me trompe pas, au départ, quand on fait son prêt, on la paye cette société. Il y a une certaine somme qui est allouée à ça. On la paye, c'est-à-dire que ça peut varier du tout au tout. Ça peut très bien être 500 euros parce qu'on est fonctionnaire, comme ça peut être 1,3% du montant emprunté. Ça peut vite monter dans ces Voilà, cas-là. donc si c'est 300 000 euros, ça peut être 4300 euros. Il y en a une qui rétribue 40 à 50% de ce montant le jour où on solde le crédit ou qu'il est fini. Voilà. Donc c'est vrai que c'est souvent de l'argent qu'on ne voit pas. Moi, j'avais entendu qu'il y avait quelque chose comme ça, justement, par rapport à quand on allait jusqu'à 25 ans. Est-ce que ça te parle ou pas? Quand on arrivait au bout de ce prêt-là. Quand on finit le prêt de sur 25 ans, il y a une société de caution, effectivement, qui rétribue un pourcentage de cette somme. Les 3 quarts des autres sociétés de caution, vous donnez cet argent-là dès la première mensualité. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, c'est que le jour où votre projet il est fait, que vous êtes devenu propriétaire, euh, le notaire fait l'appel de fonds à la banque et va quasiment demander tout l'argent. Les seules choses qui vont rester sur votre crédit immobilier le temps de votre acquisition, de signature, ce sera les frais de dossier et les frais de garantie. Parce que ça, c'est pas pour le notaire, c'est pas pour le vendeur, c'est pour la banque. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois que vous allez devenir propriétaire, à la première mensualité, elle va vous virer cet argent-là sur votre compte pour vous le récupérer dans la foulée. Donc concrètement, si vous avez une mensualité de 1000 euros, ce que je dis souvent à mes clients, faites attention, la première mensualité, ce sera 5000. Mais ce sera 5000. C'est pas vous qui débourserez ces 5000 euros directement, ce sera votre mensualité de 1000 euros, plus les 4000 euros qui vous auront
reverser, qu'ils vont vous reprendre, tout simplement. Voilà, c'est une opération blanche pour dire, voilà, nous on a pris notre argent, maintenant, voilà, il y a tout l'argent a été débloqué, il n'y a plus rien sur le crédit, on peut partir sur la mensualité pleine. Ok, c'est Voilà. intéressant tout ça. Je vais revenir justement par rapport aux courtiers. Avec les banques, je pense que tu as des liens particuliers par rapport à, justement, on va dire, une personne qui irait toute seule. Tu peux avoir des taux qui sont plus avantageux, je suppose. Heureusement, oui. Heureusement, oui. Déjà pour plusieurs choses, en fait. Tout simplement, c'est que, logiquement, un client fait un projet tous les 5-7 ans, et encore, il y en a qui feront un projet dans leur vie. Donc, premièrement, ils ont peut-être une ou deux banques, donc ils seront peut-être amenés à se dire, bon, je vais voir mes deux banques et choisir celle qui me convient le mieux. Rien que moi, je peux déposer au moins 10 dossiers par mois. 10, 12, 15 dossiers par mois, sans compter mes autres collègues. Donc ce qui fait que forcément, on a une force de frappe qui est complètement différente. Enfin, on va pas se le cacher. Demain, vous achetez 10 voitures par mois, hein, on fait pas de dessin. Et puis surtout, la chose la plus importante, c'est que c'est mon métier tous les jours. Donc je sais quelle banque est la mieux placée à l'instant T pour chaque tranche de client. Demain, on me demande de monter un mur, je vais pas regarder sur YouTube. C'est-à-dire que je vais vraiment aller vers la personne qui sait le faire. Oui, c'est mon métier, et forcément, de travailler tous les jours avec le milieu bancaire, quand je rencontre un client, je sais déjà vers quel tiers de banque je vais aller. Parce qu'il y en a certaines qui sont complètement obsolètes à un instant T. Il y a des banques qui sont bien placées pendant 12 mois, il y en a qui sont placées pendant 10 mois, et d'autres qui sont placées pendant 2 mois magnifiquement bien, et après, on les voit plus du tout. Surtout que je pense que ça a Voilà. beaucoup bougé là, avec à la fois quand c'est monté au niveau des taux, et là quand ça commence à redescendre, C'est ça. c'est un peu aléatoire. C'est ça, c'est aléatoire, et après, il y a certaines banques quand même qui sont toujours très très bien placées. Surtout les grosses banques. Mais ça, voilà, faut savoir en fait jongler avec tout ça. Non, non, c'est sûr qu'effectivement, en passant par un courtier, au-delà forcément, le gain d'argent, c'est une logique même. Le gain de temps. Nous, on ne met pas 3 semaines à avoir un rendez-vous bancaire dans une banque qui n'est pas la nôtre. Et Tout puis simplement. finalement, quelqu'un qui vient te voir, il va pas aller toquer à 15 banques en disant C'est bonjour ça, monsieur. parce que peut-être qu'il va se dire, bah voilà, je vais voir la banque XY, mais le temps qu'il va passer à voir la banque XY qui ne sont pas la sienne, ça se trouve, c'est les banques qui sont les plus, qui sont les plus mal placées sur le marché actuellement. Ouais. Ça, c'est notre plus-value, on va pas non plus le dire aux clients, ce qui paraît une logique même. Ah oui. Voilà, mais en tant que courtier, quand on a un dossier, on va pas déposer le dossier dans les 12 banques françaises. Il n'y a aucun intérêt, parce que forcément, on travaille pas dans le vent. Je peux pas envoyer un dossier à une banque qui est 0,50 au-dessus du marché. Ça me paraît logique. Tu as une idée un petit peu aujourd'hui combien de prêts sont accordés via des courtiers ou directement via des particuliers? Tu sais un petit peu ou pas du tout? Je sais que, de ce que j'ai pu comprendre, on serait plus vers 60-70% de personnes qui iraient vers des courtiers. Est-ce que c'est un peu plus? En tout cas, tout ce que je vois, c'est que la plupart du temps où je rencontre des clients, ils passent par mes services. Simplement parce que forcément, ils se sentent rassurés. On est sur vraiment l'une des choses les plus importantes dans une vie, c'est-à-dire faire un enfant, acheter une maison, partir à l'autre bout du monde. C'est un service qui est quand même vraiment important. On parle pas d'acheter une télé chez Darty. Là, on parle d'un projet, on me dit t'es sûr, parce que là, c'est une maison. On parle d'un projet sur 25 ans, 20 ans, 15 ans, on parle de centaines de milliers d'euros. On peut pas prendre ça à la légère. Voilà, il faut savoir bien s'entourer et faire les choses en bonne et due forme. Ouais. Ce qu'on entend souvent, c'est que oui, mais ça va me coûter de l'argent. Clairement, alors oui, puisque forcément tu travailles, donc il C'est faut ça. bien qu'on te rémunère pour ça, et ce qui est Mhm. logique. Ça coûte combien d'aller voir un courtier? Ça va dépendre des courtiers. Il y en a qui vont prendre des forfaits. Moi, je me rémunère un pourcentage du montant emprunté. Ça va être entre 1% et 1,5%. Voilà, ça c'est pour le prêt perso. Et ça, généralement, un particulier qui va voir n'importe quel courtier, il sait dès le départ combien ça coûte ou pas spécialement? C'est que déjà, nous, en tant que courtier, on est régi par des lois. On ne peut prendre de l'argent que si on finance. C'est-à-dire que si demain, j'ai des rendez-vous téléphoniques, je rencontre des clients, je fais plusieurs simulations, ça leur coûte strictement rien. Donc le conseil est gratuit Le finalement. conseil est gratuit. À partir du moment où on trouve des solutions pour le client parce qu'il a un projet, là, on est éligible à percevoir notre rémunération. Oui, effectivement, ça coûte de l'argent, ça c'est une certitude. En même temps, aujourd'hui, qu'est-ce qui est gratuit et qui, entre guillemets, vous rapporte quelque chose Et de puis bénéfique? quand on dit quand c'est gratuit, le produit c'est vous. Enfin, c'est simple, produit gratuit, vous allez chez Wish, un produit moyenne gamme, voilà, et puis si vous voulez vraiment un produit haut de gamme, vous savez où aller. Aujourd'hui, voilà, il y a peut-être une juste mesure, mais quand on met le prix et qu'on est bien accompagné, on sait pourquoi.
Aujourd'hui, ce que nous on coûte pour le client, ça ne pas coûter parce que je pense que on est les acteurs qui font gagner de l'argent dans un projet, qui déblayons quand même beaucoup de projets pour tout le monde. Et quand on voit le gain de temps, en fait, la pression soit sur nos épaules et pas sur les leurs, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et quand on voit le gain d'argent, ça peut être 5 à 15 fois ce qu'on leur coûte. Voilà, Donc tout simplement. finalement, oui. Ce que je vais regarder à la fin, c'est combien ça m'a coûté au total. Et C'est ça. même si je t'ai payé 3 ou 4 000 euros, bah, finalement, ça change pas Exactement. grand-chose pour moi si j'en ai gagné 20 000 à côté. Bah, exactement. Encore plus aujourd'hui, quand on fait des rachats de crédit, qu'on peut faire gagner entre 15 000 à 45 000 euros au client, qu'on coûte 3 000 euros sur le restant de cette somme. Honnêtement, oui, on va dire, bah, je comprends pas, Ludovic, on va passer de 250 000 euros à racheter à 256 000. Oui, parce que forcément, on remet 6 mois de pénalité d'intérêt. Logiquement, les IRA sont pas forcément tout le temps négociés quand on rachète un crédit. Donc, Les IRA, tu peux préciser ce que c'est? c'est les indemnités de remboursement anticipé, c'est les intérêts. C'est-à-dire que le jour où en fait on veut racheter un crédit, on rachète toujours 3 mois après. Donc forcément là, si on est On est en je dirais, janvier. on est en janvier, on va dire qu'on est le 8 janvier, c'est l'échéance. On rachète le 8 mars, 8 avril du coup. Ouais. Donc le 8 avril, on a 250 000 euros. Donc je prends cette date-là, enfin ce montant-là, je rajoute les 6 mois d'intérêt d'après. Je remets des frais de dossier, des frais de garantie. Si c'est une hypothèque, forcément, il faut lever l'hypothèque et bon, voilà. Et je mets mes honoraires. Donc forcément, le client va se dire, bah, je comprends pas, je passe de 250 000 euros à 256 000. Oui, mais tu vas passer de 4,20 à 3,10. Donc les Donc il mensualités vaut mieux sont avoir forcément 256 plus 000 faibles euros à aussi. 3,10 que voilà. Et forcément, derrière, le client va se dire, bah, je vais aller voir ma banque. Où on a fait le crédit. Ah oui, d'accord, mais la banque, on a fait le crédit il y a un an qui t'a financé à 4,20. Il n'y a pas d'intérêt à baisser déjà. Bah déjà, premièrement. Deuxièmement, un an et demi après, on est à 3,10. Elle est à 3,10 aussi, cette banque. Mais elle pourra jamais faire du 3,10 à son client parce que elle a vendu à 4,20, elle a acheté à 3,90. Tout est dit. Ouais. Voilà. Alors que la banque X, qui ne l'aura pas accompagné et que forcément, moi, je connais toutes les banques à l'instant T et je pourrais lui faire gagner un 20, un 10, ou voilà. Et bah, cette banque-là, elle va lui ouvrir les portes à bras ouverts, en lui disant bah, bonjour, nous on n'a pas fait de contrat avec toi, le 3,10, bah oui, nous on te le fait. Par contre, effectivement, quand on fait un rachat de crédit, il faut absolument que toutes les conditions soient respectées comme si on faisait un projet immobilier. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il vous reste de l'épargne de côté, que vos situations professionnelles n'aient pas changé. Et forcément, logiquement, l'endettement est censé baisser. Parce que si on était à 34% il y a un an et demi, vu qu'on rachète le crédit pour baisser le taux, Et le et pourcentage peut-être va même les diminuer, assurances, forcément. logiquement, on est censé aller décrescendo. Tu parlais justement donc, du rachat de crédit et la négociation justement au départ quand on fait son crédit immobilier. On peut négocier justement ça. Si on veut racheter son crédit, si on veut justement faire un remboursement anticipé, ces frais-là, on peut les négocier en amont. Alors oui, du coup, en fait, donc pour faire des remboursements anticipés partiels, c'est-à-dire, oui, donc ça c'est possible, c'est-à-dire que si demain vous faites votre projet, donc soit vous mettez de l'apport ou non, et que vous savez qu'à moyen terme ou court terme, d'ici 3 4 ans, vous avez une somme qui va tomber sur votre compte, peu importe la provenance, on peut demander en fait à la banque de pouvoir rembourser une certaine somme sans pénalité. Parce que pourquoi? Forcément, les banques, quand vous remboursez une somme partielle de votre crédit, bah eux, ils vont se dire, bah zut, en fait, on prendra pas d'assurance dessus, d'intérêt. Enfin, voilà. Donc forcément, on va dire qu'ils sont proches forcément de leur sous, ce qui est normal. Donc ça peut être négociable. On peut négocier forcément de pas prendre de pénalité quand on fait des remboursements partiels et aussi quand on rembourse totalement le crédit, qui est forcément un peu moins vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand on était sur 1,15, c'était quelque chose qui était important à négocier. Aujourd'hui, je vois pas forcément l'intérêt, parce que je dis à tous mes clients depuis un an, la banque dans laquelle on va aller, c'est pas votre banque future. Forcément, en faisant un rachat de crédit, on va forcément partir. Donc, on va dire que les 6 mois d'IRA de pénalité parce qu'on fait un rachat de crédit, elles vont forcément être mises en place. Si vous restez jusqu'à la fin de votre crédit dans votre banque parce que vous étiez à 1,15, oui, là, on peut faire des remboursements anticipés total ou partiel. Le partiel est toujours possible maintenant, sauf que forcément, vu la conjoncture, il paraît logique de pouvoir juste négocier le remboursement partiel et pas total, tout
tout Ok. simplement. Alors moi, je vais prendre une expérience concrète que j'ai eue avec toi, puisque donc moi j'accompagne des gens justement sur l'achat et la vente de biens immobiliers. Je veux dire que tu es efficace, puisque en l'occurrence, au mois de décembre, sur des primo-accédants justement qui ne savaient pas trop où est-ce qu'ils allaient, avaient besoin d'être conseillés, qu'ils ont fait une offre parce qu'ils avaient eu un premier, finalement c'était même pas un accord de principe, c'était une simulation de leur banque qui leur disait que c'était OK pour cette somme-là. Et puis quand ils ont voulu faire l'offre, finalement ils se sont rendus compte que ils n'avaient pas de papier officiel, qu'ils n'avaient plus accès à la simulation. Et je t'ai appelé un peu au dernier moment en disant, voilà, j'ai des clients qui ont envie de faire une offre sur un appartement. Et ils ont rien en fait, ils sont pas capables de montrer qu'ils sont finançables. Mm. Je t'ai appelé, puis finalement, 5 jours après, on avait une réponse. T'as donné l'accord justement de principe pour ce financement-là. C'est vrai que ça va vite, ça a permis de les rassurer puisque sur un premier achat, on se pose toujours beaucoup de questions. Et là, je me suis dit, ouais, clairement, un courtier, guillemets, c'est plus efficace qu'une banque, quoi. Oui, parce que à partir du moment où j'ai un contact ou ton contact, moi déjà je l'appelle sous 24 heures. C'est même plus souvent dans l'après-midi même. Déjà la première prise de contact, donc déjà on perd pas de temps, comme pourrait prendre en premier un conseiller à dire je vous appelle dans 3 jours. Premièrement. À partir du moment où j'ai le client au téléphone, je me présente, je lui explique un peu mon métier, je parle de sa situation, et derrière il m'envoie certains documents pour que déjà je puisse au moins vérifier sa capacité financière et ses revenus. Donc après derrière tout ce qui en découle, donc tout ce qui est relevé de compte, ainsi de suite. À partir du moment où je suis rassuré par rapport à l'acquisition qu'il veut faire, je reviens vers toi, je reviens vers eux pour leur dire voilà, on peut partir sur ce bien-là et de délivrer en fait au client sous même quasiment 24-48 heures un accord de principe. C'est-à-dire l'accord de principe. euh, moi je suis en capacité de le faire. C'est voilà un document qui peut remplacer une simulation bancaire et dire au vendeur ou à l'agent immobilier en question, voilà, aujourd'hui, ces clients-là sont finançables pour tel bien, avec tel apport, tel taux directeur maximum, ce qui permet en fait aux agents immobiliers et aussi aux futurs acquéreurs de pouvoir rassurer tout le monde et de pouvoir partir sur un projet bien plus rapidement que de passer par une banque qui peut donner une réponse sous 10-15 jours, une semaine. Voilà. Surtout quand tu as des biens qui sont très demandés et que tu as besoin de faire en fait, les choses rapidement. Parce que je suppose que toi, finalement, tu ne vas pas suivre 200 clients en même temps Non. sur l'accompagnement, ce que peut faire d'ailleurs quelqu'un qui travaille dans une banque, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est des grosses entités. Mais forcément, s'il a une demande importante au même moment, et pas forcément d'ailleurs que sur des prêts immobiliers, mais sur des assurances, sur les comptes bancaires et autres, il n'a pas le temps de répondre immédiatement. Et c'est vrai que C'est toi, ça. en l'occurrence, tu fais que ça. Donc, Comme je disais, voilà, je fais que ça. S'il faut faire un accord de principe à 19h30 ou le samedi matin à 8h, c'est mon métier, je vis pour ça. Et j'aime mon métier, donc oui, ça sera fait rapidement. Là, je vois des clients cet après-midi à 14h30. Ils ont enfin trouvé un bien. J'avais déjà envoyé 3 accords de principe, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui bloquait au niveau de ce qu'ils voulaient comme bien. C'était un petit peu difficile. Ils m'ont appelé la semaine dernière pour un bien. L'accord de principe, ils l'ont eu 2 heures après. J'étais avec mon fils, je rentrais de l'école. J'ai dit, bon, j'ai repris ma voiture, je suis reparti au bureau. C'est mon métier, je vis pour ça, j'aime ça. Je ne fais que ça. Je ne fais pas que ça de ma vie. oui, Mais en tout cas, voilà, c'est... je te souhaite. D'accord. Mais non, voilà, c'est important. Ce qui va aujourd'hui, au-delà du gain d'argent, c'est surtout le fait d'être rassuré. C'est quelque chose qui peut être très anxiogène, qui peut être très rapidement chronophage, et c'est notre métier de prendre ça aussi, cette charge sur nous. Voilà. Ok. Voilà. Alors, justement, là, on a parlé de quand il y a un accord de principe, mais aussi la problématique quand il n'y en a pas. Mm. Comment ça se passe? Déjà, qu'est-ce qui va faire que, effectivement, on peut pas être financé? Qu'est-ce qui peut faire qu'on ne peut pas être financé? Premièrement, je remarque le cas quand j'ai des clients donc, qui viennent me voir alors qu'ils ont déjà lancé un projet immobilier, donc qui essuient un refus bancaire de la part de leur banque, comme on le disait tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une simulation et que le conseiller n'a pas expliqué comment la valider. C'est-à-dire comment la valider, c'est-à-dire forcément l'endettement était respecté, mais si demain vous avez une mensualité à 1000 euros et que vous payez 600 euros de loyer, mais que vous mettez pas 400 euros de côté par mois sur les 3 derniers mois, et le saut de charge il n'est pas respecté. À partir de ce moment-là, les dés sont jetés, le projet est caduque. Tout simplement. Parce que ce n'est pas parce que vous gagnez de l'argent que derrière vous pouvez acheter. Il faut respecter l'endettement, qui soit raisonnable, 35% ou un peu plus en fonction des dossiers, mais derrière que vous puissiez mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire que quelqu'un demain un couple qui veut un crédit à 1000 euros,
qui paient 600 € de loyer, c'est soit en fait ils mettent 400 € de côté tous les mois, ou soit ils avaient 600 € de loyer et qu'ils avaient un crédit de 400 et qu'on leur demande de le solder. Avant, ils payaient 600 € de loyer plus 400 € de crédit. Ils mettaient pas d'argent de côté, mais en soldant ce crédit-là, via leur épargne personnelle, et bah, le saut de charge, il est respecté parce que en amont, ils payaient déjà 1000 € de charge. Pour la résidence locative, c'est complètement différent. C'est-à-dire que demain, si vous avez une résidence locative, les banques vont prendre en 100% des revenus ou 90% des revenus de votre location. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un locatif, vous avez vos charges. Demain, vous gagnez 3300 €. Votre rendement de 35%, c'est 1160. Votre crédit de résidence locative, il est déjà inclus dedans. Forcément, dans vos revenus, vos salaires, on va rajouter vos revenus locatifs. Mais derrière, ça biaise déjà la chose, parce que vous avez déjà, entre guillemets, l'endettement qui est impacté. Si, effectivement, on parle d'un projet locatif, si demain, une personne est seule, qui se met en couple et qu'elle a déjà une location, ça impacte déjà dans l'endettement. Donc après, si ça passe, tant mieux, mais là, j'ai une cliente que j'ai financée il y a 2 ans. Elle a rencontré quelqu'un. Maintenant, ils vivent tous les deux avec ses enfants dans son appartement. Monsieur, lui, a un appartement en location qui rapporte énormément, bien plus que son crédit actuel. Donc lui, enfin, faut vraiment pas du tout le vendre, faut le garder. Par contre, madame, elle, aurait souhaité mettre son appartement en location et racheter tous les deux les résidences principales. Et en faisant le calcul, par la porte ou par la fenêtre, C'est très intéressant. il fallait en vendre un. Ouais. Donc c'est celui de madame qui sera vendu, et pour refaire une acquisition derrière. Pour revenir sur tout ce qui est notion de saut de charge, c'est plus entre guillemets, voilà, vous avez, pour tout ce qui est primo-accédant, vous avez votre loyer, vous avez un crédit en cours, ou pas, que la banque va voir, c'est vos charges actuelles et votre charge future. Est-ce que du coup, vous arrivez à joindre les deux bouts pour que votre projet soit éligible? Donc, par exemple, si j'arrive avec un dossier qui est vraiment pas bon, tu peux me refuser? Je te refuserai pas. Pour moi, tout client est finançable, mais à un instant T. Après, ce qui est important, c'est de leur faire comprendre comment y arriver. J'ai un client demain qui me dit, voilà, je gagne tant par mois, effectivement, ses revenus sont cohérents, mais il a que 5-6 000 € de côté. Déjà, ça suffit pas. Aujourd'hui, avant, les banques, il y a encore très peu de banques qui font du zéro d'apport. Il y en a maintenant, c'est plus de 1500. Il y en a, c'est carrément tous les frais annexes. Bon, ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Quand même, une chose qui est importante, c'est que les banques, même s'il y a très peu d'apports, elles demandent au moins qu'il y ait un matelas de, allez, 7500 à 12 000 € sur tes comptes après projet. Ok. Déjà pour commencer. Donc finalement, qu'on soit capable un peu de se financer si on n'a pas de revenus pendant 5-6 mois globalement. Dans l'idée, c'est ça, je pense. Concrètement, quelqu'un qui va ou un couple qui a 40-45 ans, qui gagne bien leur vie, et il y a 5 000 € sur leur épargne. Bon, on m'a beau expliquer qu'il y a des soucis dans la vie, ainsi de suite, ou ils sont mariés, hein, peu importe. Les banques, ils vont dire, Ludovic, tu rigoles. Ils repasseront un peu plus tard parce que il n'y a pas assez d'argent de côté, parce que de toute façon, forcément, les banques ont besoin de chercher un peu plus loin que prévu. De toute façon, peu importe l'apport qui est mis dans le projet, du moment que ça respecte l'endettement et tous les critères, il faut qu'il y ait une épargne résiduelle après projet qui avoisine, on va dire, les 10 000 €. Ok. Voilà, donc en fait, un crédit, un projet immobilier peut être réalisé si on respecte l'endettement, si on n'est pas affiché Banque de France, ça c'est sûr, si le saut de charge est respecté, si le reste à vivre, donc le reste à vivre, c'est qu'est-ce qu'il vous reste après votre projet pour vivre. Donc pour une personne, c'est un montant donné selon les banques, 2 personnes, des enfants, ainsi de suite. Voilà. Pas d'AJO, et puis c'est déjà pas mal. Et c'est quoi les pires erreurs que tu as pu rencontrer, les pires dossiers finalement c'est quoi le dossier le moins bon par rapport à, voilà, tu m'as donné les exemples là, de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire à l'inverse? Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de faire un crédit conso, un crédit auto en plein cours. Ça m'est arrivé une fois. Un dossier où j'ai eu pendant 6 mois une construction où c'était un enfer. Et du coup, j'avais réussi à le faire passer, et cette personne-là avait fait un crédit auto 10 jours avant l'offre de prêt. Pour commencer. C'est sympa ça. C'est sympa. Ou alors, forcément, de me mentir, tout simplement. Je suis là, en fait, pour qu'on soit, qu'on marche bien dans la main, et qu'on soit dans la transparence. Je suis là pour tout écouter, je suis pas là dans le jugement. Pour moi, il n'y a pas de petit ou gros projet. Quelqu'un qui gagne 1500 € et qui veut s'acheter un studio, ou quelqu'un qui gagne 6000, pour moi, en fait, peu importe. Je prends toujours le projet à cœur. Mais oui, effectivement, de pas faire de faux. Ça, j'en ai pas vu, mais j'ai déjà vu des collègues qui en ont eu. Pas de faux, de mentir, parce que de toute façon, on le verra.
Les relevés de compte parlent d'eux-mêmes. De dire, par exemple, je suis hébergé à titre gratuit chez ma mère et que, en fait, on voit qu'elle verse un loyer de 750 € tous les mois. Des choses comme ça. Pas de faire de crédit sans m'en prévenir. Ou, forcément, de pas ramener de l'argent dessous le matelas. Parce que forcément, il y a le track feed et que ta part ou toute épargne résiduelle soit justifiée. Donc si je dois résumer, finalement, si je passe par un courtier, ça va plus vite, je gagne de l'argent, et en plus, j'ai pas trop besoin de m'en occuper à part donner tous les papiers. Finalement, on a tout intérêt à passer par toi. Exactement, en fait, vraiment le process pour résumer, c'est j'ai le contact des clients, par toi ou par autrui, je les appelle sous 24 heures, je sais l'enveloppe qu'ils peuvent emprunter ou leur dire « Ok, ce bien-là, c'est bon ». Je les accompagne sur un désaccord de principe jusqu'à temps qu'ils trouvent le bien en question. De là, se passe 2 à 3 semaines pour la promesse de vente ou le compromis de vente. Moi, je rencontre les clients soit en visio ou soit à leur domicile pour récupérer l'ensemble des éléments pour avoir un dossier complet et signer un mandat pour pouvoir exercer pour eux. De là, la signature chez le notaire ou en agence. Il se passe donc 10 jours pour que, entre guillemets, il y ait la rétractation sans aucun justificatif. Logiquement, on a les réponses bancaires sous 2 semaines à 3 semaines, ça peut être un peu moins, ça peut être 7 jours, 10 jours, voilà, tout est relatif en fonction des banques et de la période. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on doit avoir l'offre de prêt sous 2 mois, logiquement, quand c'est une vente normale. On signe chez le notaire, 2 à 3 semaines après, on a les solutions bancaires, on fait un check-up ensemble pour voir quelle est la solution la plus appropriée pour vous. Parfois, la solution la plus appropriée, c'est la 3,20 et non, c'est la 3,15. Parce que forcément, peut-être que les assurances, elles sont bien moins chères aussi sur l'offre à 3,20 et sur 1 an et demi, voilà, ça peut rapporter plus d'argent. Et à partir de ce moment-là, une fois que là, une solution est validée, c'est rendez-vous en agence. Donc si vous changez pas de banque, il n'y a pas grand-chose à faire, à part forcément pour le crédit immobilier. Par contre, si vous changez de banque, c'est la banque qui vous récupère, qui s'occupe de tout. Donc que ce soit, entre guillemets, rapatriement de vos comptes, de votre épargne disponible. Et à partir de ce moment-là, ça génère en fait l'édition de l'offre de prêt, qui arrive généralement 2 à 3 semaines après ce rendez-vous bancaire. Et une fois qu'on a l'offre de prêt, on me la transmet pour que je vérifie bien que c'est la même chose qu'on a vu lors de notre rendez-vous. Vous pouvez la signer qu'au bout de 11 jours incompressibles, 72 heures pour le déblocage de fonds, et après l'acte authentique qui en découle pour devenir enfin propriétaire. Ok, donc voilà. Si je veux te contacter demain, si par exemple je suis à l'autre bout de la France, je peux te contacter aussi ou pas ? Exactement. Donc tu travailles finalement, Exactement. Tu travailles de partout. En fait, c'est ça. C'est que nous, on est des courtiers régionaux, mais je travaille aussi au national. Parce que déjà, j'ai des banques avec lesquelles je travaille au national, enfin, je suis conventionné. Mais je peux interroger toutes les banques en France en directement les interrogeant via mail ou par téléphone pour leur proposer le dossier. On va dire qu'aujourd'hui, c'est simple. Les banques ont leurs clients, on leur en donne et on leur en prend. Il y a très peu de gens qui vont arriver dans une banque et dire « Bonjour, est-ce que vous voulez... Enfin, je veux changer de banque. » C'est quand même assez rare. Nous, concrètement, on leur dit « Bonjour, on vous ramène des clients. » Donc la plupart du temps, ils vont dire « Allez-y, entrez, vous voulez pas un café ?» Voilà. Donc forcément, on est quand même bien accueillis. Aujourd'hui, pour moi, mes banquiers, c'est des partenaires, c'est mes collègues. On fait une branche de même métier, voilà, parce que le reste, je le fais pas comme eux, mais on est là pour travailler en bonne adéquation. Voilà, il y en a forcément qui comprennent un peu mieux la chose que d'autres. Voilà, c'est le jeu, on ramène des clients, on en enlève. Voilà, c'est le marché qui veut ça. Aujourd'hui, tout ce que souhaite le client, c'est complètement humain, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, de trouver le service le plus adapté, pas qu'il soit non plus cheap, comme on peut faire avoir sur Wish, mais voilà, qu'il soit carré, béton, et pour le meilleur prix, avec le meilleur service. Ok. Voilà. Donc si on veut te contacter demain, par téléphone, par mail, comment... Par téléphone, du coup 07 86 02 85 10. Voilà, vous avez l'info directe. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, voilà. C'est le moment, profitez-en. Voilà, c'est ça, donc je suis assez réactif, et puis de toute façon, si je réponds pas directement, laissez-moi un message sur mon répondeur, et puis je vous rappellerai sous 24 heures. Super ça. Voilà. Merci Ludovic pour tous ces conseils. Merci à toi, Jonathan. Bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de partager cet épisode avec votre entourage.